Bonjour et bienvenue à cette discussion autour de Laurent Garnier of the Record, projeté en première nord-américaine dans le cadre de la 40e édition du Festival international du film sur l'art. Donc la projection aura lieu le 19 mars au théâtre Outremont à Montréal. Avec nous, le réalisateur Gabin Rivoire et Laurent Garnier, compositeur, producteur français, entre autres, qui a entre autres fondé, dirigé et fondé, oui, le mythique label F Communication, celui qu'on considère beaucoup en France, mais pas que, comme le pape de la musique électronique. On va se l'expliquer. En tout cas, une figure, en tout cas, une figure du monde de la musique, ça c'est sûr, et avec une vision 360, et c'est ce qu'on voit pas mal dans le film, et on y reviendra. Juste brièvement, le film Laurent Garnier of the Record, réalisé par Gabin, retrace donc la carrière de l'artiste, de ses débuts au cœur des années 80 à aujourd'hui, mais un film qui raconte plus largement en fait l'histoire et les coulisses d'un mouvement, celui de la techno, de la musique électronique, avec en prime beaucoup de gens qui l'ont construit. Je nomme que Carl Cox, Jeff Mills, mais aussi Manuel Malin, DJ Pierre, bref, un casting vraiment all-star qui raconte le mouvement de Détroit à Tokyo, en passant évidemment par Berlin, Paris et Manchester. Donc, on voit vraiment un film qui est vraiment un film sur l'histoire en fait des musiques électroniques qui sont construites ces 30 dernières années. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Je commencerai peut-être par une question très banale, celle du point de départ. En fait, quel est le point de départ de ce film? Je me demandais si ça venait d'une rencontre ou ça venait d'une envie de raconter quelque chose, tout simplement. Ça vient tout à fait d'une rencontre. Ça vient du fait qu'on se rencontre avec Laurent en 2013 autour du Festivalier, qui est un petit festival de pop rock organisé à Lourmarin, qui est un village dans le Luberon, voilà, qui est pas très loin, dans le Luberon, dans le sud de la France, pas très loin de là où on habite. Et du coup, moi j'ai un bon copain qui m'appelle un jour en me disant j'organise un festival, on a besoin de vidéos, d'un teaser pour la première édition. Il venait de rencontrer Nicolas Galina et Laurent Garnier, l'autre organisateur, enfin les trois organisateurs. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces vidéos, que j'ai rencontré Laurent. Et je suis devenu un peu le réalisateur officiel du festival. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce grand artiste que je connaissais pas du tout. Tu parlais, il connaissait rien, il a été obligé d'aller chercher sur Google. Oui, c'est clair. Mais j'étais un peu passé à côté de la vague. Je saisis la perche parce que c'est quand même très intéressant aussi en fait le background, et en fait pas d'offense hein, Gabin, mais ta non connaissance en fait de ce mouvement-là a priori en fait avant d'avoir commencé le travail avec. Je trouvais ça très intéressant. J'aurais voulu entendre Laurent là-dessus parce que on demande beaucoup. Enfin, je sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui se fait suivre, etc. On pourrait. Non, mais forcément, c'est ce qui m'a séduit, le fait que Gabin ne connaisse vraiment rien du tout à cette musique-là. Ouais. C'était vraiment un plus pour moi, parce que assez rapidement, en discutant avec Gabin, on est tombé de commun accord sur le fait de faire un film pas forcément grand public, mais un truc qui va raconter simplement, avec des mots simples, sans rentrer trop dans les détails, un bout de l'épopée de la musique techno. Et je pense qu'une personne qui découvre aussi, en travaillant sur ce film, qui découvre aussi le mouvement, c'était un vrai plus pour faire ce film. Et donc c'est vrai que quand Gabin, quand moi je l'ai rencontré et qu'on a commencé à parler musique ensemble, et qui m'a expliqué que pour lui, en gros, la musique s'est arrêtée quand Ziggy Stardust est mort sur scène, je me suis dit super, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne pour ça. Hormis quand même ce fait-là, il faut quand même comprendre que oui, Gabin, il est venu au festival avec sa caméra, il a filmé les premiers, il a filmé tous les festivals, mais dès que j'ai vu ces images après la première édition du festival, après la deuxième édition du festival, et que j'ai vu ces after-movies, j'ai été moi séduit par sa poésie, sa façon de mettre en image la musique, son décalage aussi, où il n'avait aucun problème d'aller mettre de la musique classique, de la musique lyrique, alors qu'on voyait des mecs en train de jouer de la guitare, des punks sur scène en gros, et j'adorais ce décalage. Et donc notamment ça m'a beaucoup séduit, et aussi le fait que lui ne connaisse pas ça,
Et donc, cette envie que lui a eu aussi en lisant mon bouquin, cette envie de découvrir ce truc-là, je me suis dit, si lui découvre, il va apporter cet angle-là de non-initié, quelque part, qui, moi, m'intéresse dans ce film. Mais je suis tout à fait d'accord, mais les initiés, je pense, apprécient tout autant le film, en fait, quand même. En fait, puis peut-être que je me considérerais peut-être dans cette catégorie-là, ou en tout cas, des amis qui ont vu le film sont des initiés et ont tout autant apprécié le film. Je me demandais justement comment on arrivait à jouer sur ces deux tableaux-là. C'est quand même un exercice pas simple. Je ne sais pas comment vous y êtes arrivé, vous, comment vous vous êtes... ouais, comment vous avez séparé le travail pour quand même intéresser quand même des gens qui suivent de proche ou de près le mouvement? Bon, il a tout fait, hein. Moi, j'ai rien fait. Ben, c'était l'enjeu du film, effectivement. C'était en même temps de parler, comme je disais, un peu en rigolant, mais moi, je veux faire un film et le montrer à ma grand-mère et que ça l'intéresse et que même si elle n'écoute pas cette musique et qu'elle ne soit pas dans cette culture-là, qu'elle y trouve son intérêt parce que ça fait partie de l'histoire de la musique et que c'est passionnant et qu'il y a toute une page des 30 dernières années qui est absolument fascinante à raconter. Et en même temps, effectivement, de pas faire un truc trop vulgarisateur et que les vrais fans de techno s'y retrouvent aussi. Donc ça a été au montage un jeu subtil où on essayait en même temps de rester pointu tout en étant assez large et de larguer personne, de ne pas rentrer dans des trucs trop techniques, trop pour les professionnels. Après, je pense que les fans s'y retrouvent aussi parce que je pense que c'est un des premiers docus. Grâce à Laurent, on a eu la chance d'avoir autant de gens si importants dans l'histoire de cette culture. C'est vrai que c'est génial, grâce au contact de Laurent, on a pu avoir tous les grands noms de cette musique. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent bien cette culture, qui s'y retrouvent parce qu'il y a plein de grands témoignages et voilà, on raconte cette histoire. Souvent, les témoignages qu'on a des gens qui connaissent bien, c'est merci de raconter cette histoire parce que c'est nous une histoire qu'on vit depuis 30 ans et de temps en temps on peut avoir du mal à expliquer à nos parents, expliquer à nos potes qui n'écoutent pas cette musique, expliquer à nos femmes pourquoi on est aussi fan de cette musique. Et du coup, je pense que ce film, au même titre que le bouquin de Laurent, peut être un outil pour essayer de faire comprendre cette passion de cette musique pour ces gens-là, quoi. Je pense aussi qu'il y a tout ce contexte social, politique qu'on a voulu aborder dans le film, qui a été rarement abordé dans des documentaires autour de cette musique-là. Et je pense que ce sont des sujets qui intéressent tout le monde aussi. Donc, voilà. Ouais, je pense que ça résonne effectivement, surtout à notre époque, hein, c'est vrai. On va y revenir, mais je voudrais juste pour les gens qui ne sont pas forcément au courant, le livre dont vous parlez, c'est Electrochoc, hein, c'est ça? Oui, oui. C'est le livre qui a été paru, En rappelez-moi fait, c'est un livre. Alors, justement, pour faire le pont avec Electrochoc, j'ai écrit Electrochoc avec un journaliste qui est quelque part dans la même situation que Gabin, qui n'était pas du tout un journaliste, on va dire, complètement impliqué dans la musique électronique. C'était un journaliste de musique, mais qui s'y connaissait surtout en musique black, jazz, soul, funk et aussi pas mal en rock, mais c'était pas du tout un fou de techno. Et en fait, ça a été aussi ça qui avait, à l'époque, en tout cas, qui avait emmené mon choix vers ce journaliste-là. Pour les mêmes raisons, en fait, que ce que j'ai fait avec Gabin quelques années plus tard. Et donc, le livre, il est sorti en 2003. À l'époque chez Flammarion, puis après il a été traduit dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Et en fait, 10 ans après, pour fêter les 10 ans du livre, on a ressorti en 2013 une nouvelle version avec 6 chapitres en plus qui traitaient justement des 10 dernières années qu'on venait de passer entre 2003 et 2013. Donc ouais, c'est un livre qui a eu plusieurs sorties en France et qui aujourd'hui, écoute, se vend encore parce que là, lui, par contre, lui va beaucoup plus loin dans l'histoire de cette musique-là. Parce que forcément, on raconte plus de choses en 350 pages qu'on peut le faire en 1h30 de film, mais on est un peu sur la même façon de raconter l'histoire où on va m'utiliser en tant que fil rouge, mais aussi
on a été dans le livre, comme dans le documentaire, interviewé et des Carl Cox et des James Murphy et des gens comme ça qui vont raconter un bout de l'histoire vue de leur pays, de leur ville. Voilà. Puis ça, en fait, il y avait même une ambition chez vous, Laurent, d'en faire un film, hein, mais peut-être plus que... Alors, pas exactement. En fait, le film, c'est vraiment une fiction. En Ouais, fait, c'est ça. l'histoire du film est partie d'une personne qui avait envie de faire une sorte d'adaptation d'Electrochoc au cinéma. Ok. Ça, c'était il y a 12 ans. Et donc, il y a Ouais. eu pas mal d'eau qui est coulée sous le pont. D'où d'ailleurs le fait que Gabin arrive dans l'aventure à un moment et on part sur un documentaire. Mais l'histoire du film, non, c'est une vraie fiction. On a le scénario est écrit. Et en fait, pour la petite histoire, à un moment, j'arrivais pas à faire ce film en France. Je suis toujours pas arrivé, hein, d'ailleurs, parce que le cinéma est un monde très compliqué. Mais j'arrivais pas à avancer avec ce putain de film. Et il y avait aussi cette idée de documentaire qui est arrivée dans ces 12 années où j'ai travaillé sur ce film. Et il y a un moment où je suis parti avec mon scénario sous le bras et Gabin sous l'autre bras en Angleterre, où j'ai été rencontrer justement Julien, qui est devenu le producteur du documentaire, qui lui a dit moi je veux faire le film et le docu, mais par contre on va d'abord faire le documentaire, et si jamais on fait un bon documentaire, ça nous aidera à peut-être faire le film. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Pour l'instant, le film il est sur pause depuis quelques années, c'est plus du tout un projet qui me prend la tête. Si on arrive à le faire, ça serait génial. Si on n'y arrive pas, c'est la vie. D'accord. Et vous disiez donc qu'effectivement, le livre est quand même conséquent, là, en fait. On va vraiment dans les détails. Ça me faisait poser une question sur les choix qui ont été faits. Est-ce qu'il y a eu des choix déchirants dans ce documentaire-là et des choses qui mériteraient peut-être, je ne sais pas moi, une édition augmentée ou quelque chose d'autre? Oui, je vais en parler. Hein. Oui, évidemment, il y a eu des choix déchirants parce qu'il y a 30 ans de musique et il y a des heures et des heures d'interviews avec tous les plus grands pionniers de cette histoire-là. Donc, le montage a été une véritable crève-cœur parce que tous les jours, on devait s'arracher un bras et prendre la décision de ne pas le mettre dans le film parce que, voilà, effectivement, comme dit Laurent, en 350 pages, on peut se permettre de vraiment rentrer dans les détails, de faire un chapitre entier sur l'histoire de l'origine du mec qui a créé l'Hacienda. Là, il fallait qu'on garde un fil rouge pour garder la narration. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait plein de chapitres que j'avais imaginé, que j'avais écrit dans mon scénario. Et puis, en fait, au montage, avec Antoine Gazagnol, le monteur, il y a plein de trucs. On s'est dit, bon, bah, c'est passionnant, c'est génial. Il y aurait presque un docu en tant que tel pour ce chapitre-là. Mais en fait, là, on sort de notre propos, en tout cas dans ce format-là de 90 minutes. Donc ça, on fait l'impasse dessus. Mais ouais, il y a pas mal de... sur le coffret DVD qu'on a sorti, il y a quelques petits bonus, des scènes qu'on avait montées, qu'on n'a pas forcément pu mettre dans le film, que j'adore. Mais voilà, tous les monteurs et tous les réalisateurs savent ça. Surtout en documentaire, quand tu as la chance d'avoir beaucoup de matière, tu es obligé d'enlever des trucs. Mais du coup, il y en a quelques-uns sur le DVD, et puis on réfléchit avec Laurent, avec le producteur, pour un jour peut-être exploiter toute cette matière qui, pour l'instant, sont sur des disques durs, mais on se dit que ça serait chouette de pouvoir offrir ça au public via une plateforme internet ou via effectivement une version augmentée du film, ou je sais pas. On va y réfléchir en tout cas. Alors, pour bien répondre aussi à ta question, il faut comprendre que quand je rencontre Gabin et que on part sur les routes la première fois, c'était il y a 4 ans et demi. On part sur les routes, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On commence à parler d'un docu, mais c'est extrêmement abstrait dans nos têtes. C'est très, très abstrait. Et donc, je l'invite à venir au Japon. On va après à New York, on va à Détroit. Forcément, très rapidement, il me dit j'ai lu ton bouquin. Je pense que si on doit parler de Détroit, ce serait bien qu'on rencontre un tel et un tel. Je dis ok, pas de problème. J'envoie un texto, boum, on fait les interviews. Et en fait, il interview plein de gens et sans avoir le scénario du film. Et donc, Gabin fait des tonnes d'interviews, des heures d'interviews. On n'a pas encore le scénario. Il imagine plein de scènes, mais on ne sait pas ce qui va rester au bout. Et c'est vrai que le scénario est arrivé 2 ans et demi après le début du tournage. Donc, tu peux t'imaginer les heures carrées qu'on a, les histoires qu'on a. Si tu prends un Kerry Chandler, il nous a raconté l'histoire de ses parents qui avaient un club à New York, l'histoire du disco à New York.
voilà, avec Pedro Winter, toute l'histoire des Daft Punk, bien sûr, parce qu'il l'a vécu. On a des heures carrées de rush pour faire beaucoup plus, bien sûr. Ouais. Mais c'est ce qui est. Ça se rattache en fait à une impression que j'ai eue en regardant le film aussi, et une impression très personnelle là, mais je voulais comme vous en parler. Puis Gabin pourrait appuyer ce point-là. C'est que Laurent, vous paraissez vraiment aussi comme depuis les débuts en fait de votre activité en tant que comme un historien, mais dès les débuts en fait, de la manière dont vous parlez, la manière dont vous parlez du mouvement, mais que j'ai vraiment, en fait, je me suis tapé, pour tout vous dire, beaucoup d'interviews et des interviews très malaisantes pour les gens qui vous interviewaient, comme Nulle part ailleurs en 1997 avec Vanessa Paradis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'inviterai les spectateurs à aller ça. C'est un bon moment de malaise, mais pas pour vous, mais pour le reste. C'est un bon moment. Non, c'est ça, mais ça m'a juste en fait plein d'entrevues comme ça où on voyait vraiment en face de vous des interlocuteurs qui étaient pas du tout en fait renseignés vraiment, puis qui étaient un peu, qui savaient pas trop bien comment prendre la chose. Mais dès le début, en fait, vous aviez une vision très claire, comme celle qui s'affiche en fait dans le documentaire en fait de Gabin. Et alors, je vous demanderai pas d'où ça vous vient, hein, c'est une force de caractère, vous êtes comme ça, mais je voulais juste savoir si Gabin avait aussi cette, je veux dire, la ligne éditoriale du film, autant que ce soit le discours sur le mouvement que, comme disait Laurent, sur tout ce qui est le contexte social du mouvement. C'est très clair, et ce depuis le début, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Historien, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un truc qui définit Laurent et qui dit souvent, mais c'est la notion de passeur, c'est-à-dire Ouais. de raconter cette histoire. Et effectivement, il a eu la chance d'être là dès le début, d'avoir été au bon endroit au bon moment. Donc, il s'est imprégné de l'histoire de cette culture de manière très, très personnelle, viscérale. Et en plus, il y en a d'autres qui n'ont pas pris ce poste-là, parce que je pense que ça n'allait pas avec leur personnalité, mais Laurent avait cette nature qui fait qu'il a voulu aller défendre ce courant à la télé, il a voulu aller essayer de raconter, essayer d'expliquer, de casser un peu tous les préjugés, tous les clichés qu'il y avait, surtout à l'époque. Et effectivement, dans les interviews, c'est hallucinant à quel point la vision de ce monde-là par les journalistes de l'époque, qui sont pourtant des grands médias, sont absolument complètement à la ramasse par rapport à la réalité du truc. Ils le sont toujours. Et ils le sont toujours, mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension de ce truc-là qui se résume à ok, c'est une musique de drogué, c'est l'ecstasy, c'est boom, et du coup, en 4 phrases, ils ont résumé une culture entière. Et je pense que Laurent, vu que ça le faisait vraiment chier intimement d'être autant caricaturé, et ben il est allé au turbin et il est allé défendre son truc. Mais du coup, effectivement, ça a donné pas mal de scènes d'interview un peu surréalistes. Exact. Et là, du coup, ouais, le rôle dans le film, ça s'est imposé naturellement parce que depuis le début, il raconte cette histoire. Il a ce côté, c'est pas pour se mettre en avant, c'est pour essayer de faire comprendre aux gens. Il a ce côté pédagogue qui fait que moi, en tant que réalisateur, c'était le personnage parfait pour essayer de parler de cette culture et de l'histoire de cette culture, quoi. Mais parce que ouais, il fait ça depuis qu'il a 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tu sais, c'est ce que je dis au début du film, et c'est vraiment très sincère. Je dis, je suis un môme qui écoutait, j'aimais le punk autant que j'aimais la soul, j'aimais le jazz autant que j'aimais le reggae. Et c'est vrai, quand j'ai entendu cette musique pour la première fois, c'était l'essence de tout ce que j'aimais. J'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de fusion qui s'est faite avec tout ce qui, moi, me parlait musicalement. Il y avait l'urgence quelque part du punk, il y avait le côté synthétique de ce qu'on écoutait dans la New Wave, mais il y avait aussi toute la blackness, tu vois, de tout ce que j'écoutais en disco, en soul, en funk, en tout ce que tu veux. Il y avait tout ça là-dedans, et je me suis dit, putain, mais c'est ça, bien sûr. Et quand tu crois à un truc dur comme fer et que tu te dis, mais non, je me trompe pas, je sais que c'est ça, je sais que c'est viscéralement fait pour moi, et puis pour les gens qui ont la même, le même sentiment que moi, en fait, mais j'y étais parce qu'il y a un moment, il faut aller, si on veut faire avancer les choses, il faut aller se battre un petit peu. Il faut aller en tout cas défendre le truc. Et donc, j'ai pas eu de problème à aller le défendre, mais souvent on me dit, j'ai pas de rôle politique là-dedans, tu vois ce que je veux dire. C'est juste une implication le plus sincère possible. J'ai toujours été très sincère par rapport à cette musique-là, donc j'ai aucun problème à aller le défendre.
Et souvent, je dis aux jeunes producteurs aujourd'hui, il y en a certains qui, des fois, vont m'appeler et me dire tiens, on m'a invité à telle émission, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de vendre mon âme au diable. Et je leur dis mais justement, si t'as pas envie, si on te propose cette place-là, où tu vas avoir très peu de temps pour pouvoir défendre quelque chose qui est intéressant, qui est ce que toi, ta vision du truc, vas-y, plutôt que de laisser la place à un autre Gugus qui va venir parler de musique de merde. Et donc, il y a un moment, si on veut vraiment que les choses bougent et on y croit vraiment, faut y aller. Donc oui, j'y étais. Mais peut-être à mes dépens aussi. Je pense que certaines fois, il y a notamment une scène qui est coupée dans le documentaire comment il s'appelle, c'est Quentin qui en parle. Quentin dit Laurent a cru à un moment qu'il était devenu politicien. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais systématiquement invité sur les plateaux parce que j'étais un des noms qu'on connaissait en France. Et donc, je suis devenu un peu le dindon de la farce à un moment parce qu'on m'a tellement invité que c'était, bah oui, tiens, il y a encore Garnier. Mais j'ai jamais voulu avoir cette position politique. Il y a vraiment ce truc viscéral et très sincère. Vraiment, je suis très sincère par rapport à cette musique-là. J'aime la musique et j'aime cette musique plus que tout. Et donc, oui, j'ai envie d'aller la défendre quand j'entends les conneries et les horreurs qu'ils ont pu raconter à l'époque sur notre musique. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Et je pense que la plupart de la presse ne connaît toujours rien à cette musique-là. Ouais. Mais ce qui n'est pas grave, ça nous fait marrer aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est une manière de répondre, j'imagine, ce film-là aussi, en répondant avec votre propre outil. Enfin, je veux dire, vous prenez possession du micro pour énoncer les choses. En fait, ce qu'on avait envie, et ça a été vraiment le truc de Gabin dès le départ, on rigole souvent quand il dit j'avais envie de raconter ça à ma grand-mère, mais c'était vraiment ce qu'il avait envie de faire. C'était de montrer en fait que tout le côté soi-disant subversif de ce que les gens ont l'air de penser par rapport à cette musique-là, mais c'est des conneries, en fait. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries, beaucoup de bullshit. Et donc, voilà, on avait juste envie de raconter l'histoire de l'intérieur pour montrer qu'on n'est pas des gros horribles. Et c'est vrai que quand nous, on en a fait pas mal de projets en France où on a été défendre le film, et notre plus grande récompense, c'est quand tu as des gens qui visiblement ne sont pas du tout dans le milieu viennent te voir et à la fin du film et nous disent j'écouterai peut-être pas cette musique demain, mais j'achèterai peut-être pas ces disques demain, mais en tout cas je ne vous verrai plus du tout de la même façon. Voilà, j'avais des idées préconçues que là vous avez complètement jeté à la poubelle et merci pour ça parce que je ne vous vois plus de la même façon. Et ça c'est une vraie victoire. Ça c'est une vraie victoire. On touche presque à la fin de notre discussion, malheureusement, mais vous parliez de la grand-mère de Gabin, mais il y a quand même aussi les enfants qui sont présents dans ce film-là, et puis il y a quand même aussi c'est cette volonté d'être un passeur, je reprends l'expression de Gabin, avec les jeunes. On sait, en fait, c'est de notoriété, Laurent, que vous écoutez pas mal toutes les démos qui vous sont envoyées par des jeunes musiciens. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas une connaissance encyclopédique, mais je peux penser que c'est quand même assez rare dans le milieu d'avoir justement… il y a aussi cette volonté de rester pas à niveau, mais de juste continuer à cultiver votre curiosité avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est l'essence de notre boulot de cultiver la curiosité. Je pense qu'un artiste qui n'est plus curieux, c'est un artiste qui a quelque part abandonné. Donc, c'est l'essence même de ce que je fais en tant que passeur. C'est d'aller chercher, de savoir ce qui se passe. Après, je n'ai pas du tout la prétention de tout écouter parce que là, on est submergé de musique aujourd'hui et j'y passe quasiment, vraiment, j'y passe 4-5 heures par jour à écouter des nouveaux morceaux et puis j'en écoute beaucoup. Là, tu vois, depuis ce matin, j'ai dû en écouter 300. Mais j'essaye de rester à niveau et c'est hyper difficile, mais ça reste l'essence de mon taf. Je pense qu'à partir du moment où je mets ça de côté et je me dis bon bah j'ai un statut bien installé, j'ai de toute façon assez de disques pour jouer de la musique, je pense que c'est là où l'artiste devient un peu poussiéreux parce que je ne vais que travailler avec le passé. Je sais plus ce qui se passe et je pense que surtout sur une musique qui
qui est voué à être quelque part une sorte de représentation de la musique de demain. En tout cas, pour moi, la techno a toujours été la musique du futur et elle le reste encore quand même pas mal, même si c'est une musique qu'on a digérée parce qu'elle est là depuis 30 ans. Ça reste quand même, au point de vue de la tonalité, au point de vue de la musique, au point de vue de la vision, de la façon de fabriquer aussi des textures et tout, ça reste un truc très futuriste. Si j'écoutais pas ce qui se passait, y a un moment, c'est que j'aurais décroché, quoi. Et pour finir, il ferait quoi, d'après vous, le Laurent Garnier, s'il avait 19 ans, disons, aujourd'hui, en 2022? Putain, il serait très perdu parce que quand je vois mon fils qui a 18 ans, tu te rends compte que là, ils se sortent de 2 ans de pandémie où quand tu as 18 ans, ben, en fait, tu n'as pas pu commencer ton vrai rôle de jeune, c'est-à-dire sortir, tu vois, et s'amuser un peu et avoir une vie sociale normale. Et quand la lumière commence à arriver au bout du tunnel, on a un barjot qui est en train de déstabiliser toute l'Europe. Je pense que c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui a 18-19 ans aujourd'hui. Putain, c'est complexe, quoi. Donc, je vois comment ça impacte, en fait, ou comment ça a impacté la vie de mon fils et puis de ses potes, hein, parce qu'on les voit, ils sont tous là tout le temps, et on parle avec eux, et tu te rends compte que on a eu beaucoup de chance, nous, de grandir à l'époque où on a grandi, parce que c'était vachement plus naïf quelque part, et on pouvait se marrer plus facilement. Écoute, si je restais, en tout cas au point de vue caractère qui je suis, j'aurais quand même une espèce d'ambition bien forte qui me pousserait de toute façon vers la musique, parce que chez moi, c'est viscéral, c'est-à-dire que j'avais 12-13 ans, je voulais être DJ. À 14 ans, j'ai demandé à mon père de me fabriquer un pupitre parce que je me suis acheté une espèce de table de mixage de merde et j'avais 2 platines à la maison et les DJ n'existaient pas. Il n'y avait pas les DJ à l'époque, tu vois. C'était bien avant l'explosion des DJ et je voulais déjà faire ça sans savoir ce que c'était vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était faire danser les gens. Je voulais juste me retrouver dans un club, jouer de la musique fort, avoir une boule à facettes et leur balancer du son. Mais c'était très très fort, c'est-à-dire que mes potes jouaient au foot dans la résidence où j'habitais, moi je restais dans ma chambre comme un con à essayer de mixer des disques et à écouter du funk. Donc chez moi, je pense que je suis né avec, voilà, c'est un truc, on m'a collé ça quand je suis né. Donc si j'avais 19 ans aujourd'hui et que au point de vue du caractère, je serais la même personne, je crois que la musique aurait déjà, malgré ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, je pense que la musique serait plus fort que tout encore pour moi. Donc j'essaierais peut-être, à mon avis, je ferais du son et je ferais des instrus trap pour des groupes de hip-hop, à mon avis. Ça a du sens. Je verrais ça aussi. Alors peut-être que la techno m'intéresserait, mais quand même, tu as 19 ans aujourd'hui, la techno c'est une musique qui a 30 ans, donc quelque part c'est de la génération de tes parents. Est-ce que je serais dans la techno? Je ne sais pas. Dans la musique, ça c'est sûr. Donc à mon avis, je serais peut-être plus dans le trap, la drill ou un truc comme ça, qui à mon avis va exciter l'oreille des plus jeunes aujourd'hui. Ouais. Il y a des milliards de questions qu'on pourrait creuser. Et puis, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir le film Laurent Garnier of the Record, parce qu'il y a tout un pan aussi qu'on n'a pas abordé là, mais qui rejoint quand même un commentaire, Laurent, sur l'aspect, le contexte social. Je pense que ce film aussi en dit beaucoup sur l'époque que l'on a quittée et l'époque qui s'en vient. C'est assez troublant en fait de voir avec les yeux d'aujourd'hui, là, après 2 ans de pandémie, de regarder les images d'archives de Partey, etc. Avec vous. C'est aussi une expérience vraiment. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je viens de voir Johnny Hallyday et Bob Dylan sur. Donc, nous ne parlions pas à Johnny Hallyday. Non, juste pour clôturer ce que tu disais. Ouais. Tu te rends compte quand même qu'on a fait le film, on l'a terminé juste avant le début de la pandémie, ouais. Il y a 2 ans. Depuis, il y a eu la question du genre, qui est devenue très importante là dernièrement. Il y a eu le Black Lives Matter. Et aujourd'hui, on regarde ce qui se passe aujourd'hui.
c'est vrai que c'est bizarrement un film qui est tombé à un moment où il y a eu beaucoup de changements et tu fais bien de dire que oui, on a entamé une nouvelle période et que ouais, ce film quelque part clôture une sorte de période un peu plus cool ou en tout cas différente. Je sais pas si c'est plus cool, mais en tout cas c'est pour ça que c'est un document important parce que ouais, en fait, c'est un point témoin qui est assez capital. Ouais. C'est un film politique. Voilà, Bob Dylan a fait un film politique. Je voulais mettre Michel Sardou, mais il n'a pas eu envie, il m'a dit Bob Dylan. J'aurais trouvé ça plus drôle quand même, Michel Sardou, mais bon. Oui, c'est vrai que Gabin, j'ai lu que Michel Sardou, c'était vous appréciez chez Michel Sardou. Non. Énorme nuance. Brassens, il dit tout le temps, you know the man with the big moustache. Non, je suis un grand fan de Brassens. Mais Sardou, pas du tout. Sardou, ça fait pas du tout partie de ma biographie. Encore merci beaucoup, messieurs, pour ce temps. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je répète, donc, Laurent of the Record sera au Théâtre Outremont à Montréal le 19 mars dans le cadre de la 40e édition du Festival international du film sur l'art. Venez et je vous remercie encore, messieurs. Passez une bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci à toi. Bye bye. Bye.